vache, heureusement que c'est pas réel. Oh mais bordel, mais ça t'arrive pas de frapper avant d'entrer. T'es chez moi. Bref, tu fous quoi là? Rien. Ah, mais c'est FNAF. Ah ouais, non, c'est sympa, mais tu savais que le ref Cotton, même s'il dit de l'AD 90% du temps, il y a des moments où il tape juste. Hein? Ah ouais, genre, tu sais là, cette histoire de morsure de 87 là. Ah ouais, c'est du bullshit, le mec il est pas vivant, après ça le fait graille comme ça. On commence par un classique absolu, la morsure de 1987. Hey guys, I think the little man said he wants to give Fredbear a big kiss. On 3, 1, 2. Le Fun Guy te lâche peut-être une des répliques les plus cultes de toute la franchise. C'est fou de voir qu'un corps humain peut vivre sans lobe frontal, tu trouves pas? Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est totalement con. Le frérot se fait croquer la moitié de la tête par une peluche géante. Il devrait être mort avant même d'avoir touché le sol. C'est là qu'étonnamment, toutes les personnes qui le pensent, et je sais qu'il y en a beaucoup, se plantent. Parce que le cerveau humain, c'est pas un bloc homogène, c'est un assemblage de modules très spécifiques. Ta respiration, ton rythme cardiaque, tes réflexes de survie primaire, tout ça c'est géré en bas par le tronc cérébral à la base de ta nuque. C'est le moteur de base de ton corps en gros. Le lobe frontal, lui, c'est le processeur de haut niveau. Il va gérer la personnalité, la prise de décision, l'empathie et surtout l'inhibition de tes pulsions animales. Tu peux tout à fait le détruire sans toucher au moteur. Ouais, en théorie, mais en pratique, tu perds un bout de cerveau, tu clames. Et bah laisse-moi te présenter un brave monsieur qui donne totalement raison à Scott Cotton. Monsieur Phineas Gage. Nous sommes le 13 septembre 1848 vers le Vermont. Phineas est un chef de chantier de 25 ans qui bosse sur les chemins de fer. Son travail consiste à bourrer de la poudre noire dans des trous de roche avec une barre à mine en fer. Une barre qui fait 1,10 m de long, 3 cm de diamètre et qui pèse 6 kg. Tout va pour le mieux ce jour-là, sauf qu'il y a un tout petit problème. Il y a une étincelle. Voilà. L'explosion va partir dans le mauvais sens. La barre à mine de 6 kg est propulsée comme un missile balistique. Elle va lui perforer la joue gauche, passer derrière son œil, traverser la base de son crâne et ressortir par le sommet de sa tête, avant de retomber 20 mètres plus loin, couverte de sang et de cervelle. Son lobe frontal gauche vient d'être littéralement pulvérisé. Pouf, finito pipo, on n'en parle plus. Fin de l'histoire, le ref il est aussi canax que tonton Johnny là, non? Eh ben non, Phineas est projeté en arrière, il a quelques convulsions au sol et au bout de quelques minutes, il se rassoit et il se met à parler à ses collègues. Quoi? Il est monté dans une charrette, il s'est assis sur le porche de son hôtel et quand le médecin est arrivé, il lui a dit, et je cite: Docteur, il y a beaucoup de travail pour vous ici. il a survécu, Philibert. Il a vécu encore 12 ans après ça, parce que la barre avait soigneusement évité les artères principales et le fameux tronc cérébral. Son cœur, lui aussi, continuait à battre. Par contre, le Phineas d'avant l'accident, lui, il était mort. Comment ça? Comment dire? Il est devenu une autre personne. Ses amis disaient à l'époque que Gage n'était plus Gage. Avant, c'était quelqu'un de poli, travailleur et respecté, sauf que sans son lobe frontal, le fameux frein social, il est devenu grossier, impulsif, incapable de tenir une promesse, asocial et sujet à des colères animales. Il n'avait plus aucun filtre. Et c'est marrant parce que ça me rappelle pas mal de cons que j'ai connus dans mon enfance. Donc en fait, c'était pas leur faute, ils avaient juste un cerveau défectueux. Quand l'animatronique a refermé ses mâchoires sur son crâne, les dents ont percé l'os pariétal et arraché le cortex préfrontal. Ça a dû pisser le sang, oui, c'est un cauchemar ultra gore, oui, mais le gamin n'est pas mort. Son cœur battait toujours dans l'ambulance. Par contre, le gosse en question, qui s'est réveillé à l'hôpital, n'était plus qu'une coquille vide, incapable de ressentir la peur ou l'empathie de la même manière. Scott Cotton s'est pas loupé. Techniquement, on peut survivre à ce genre d'accident, même si c'est clairement pas recommandé. Ok, d'accord pour le cerveau, le mec a survécu, mais tu pourras pas défendre le plus gros trou du scénario du premier jeu, les cadavres dans les costumes. Ah ouais, pourquoi c'est un trou du scénario ça? Le Purple Guy là, il tue 5 gamins, il les fourre dans le torse de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Un corps humain, ça pourrit en 48 heures, l'odeur elle est tarpin forte. La soupe d'organes là qui aurait dû couler sur les cartes mères et provoquer des courts-circuits, ça aurait pas pu bouger pendant la nuit, c'est totalement con. Alors encore une fois, on pourrait croire que t'as raison, mais non. Et pour t'expliquer comment et pourquoi, on va parler un peu de taphonomie. De tafo quoi? La taphonomie médico-légale, c'est la science qui étudie tout ce qui arrive à un corps humain entre le moment de sa mort et sa fossilisation. Et ton erreur, Philibert, là, c'était de croire qu'un cadavre pourrit toujours de la même manière. La putréfaction classique, celle qui liquéfie les organes dont tu parles, a besoin de deux éléments fondamentaux, des bactéries et beaucoup
beaucoup d'humidité. Si tu enterres un corps dans la forêt, là oui, c'est exactement ce qui se passe. Mais les enfants dans FNAF n'ont pas été enterrés dans une forêt ou même dans un cimetière en somme-somme. Ah non, ils ont été foutus dans les animatroniques. Exactement. On va faire l'autopsie d'un animatronique des années 80. C'est un exosquelette confiné bourré de moteurs électriques industriels, de vérins pneumatiques et de processeurs. Quand ces machines sont allumées toute la journée pour chanter, elles vont chauffer énormément. Pour éviter la surchauffe, elles sont équipées de ventilateurs internes, chaleur extrême plus ventilation constante plus espace confiné. Tu viens de créer un déshydrateur géant. Attends, mais du coup, tu veux dire que... Ouais, je veux dire par là que les corps à l'intérieur ont pas eu le temps de se liquéfier. Ils ont été placés dans un environnement assez sec et chaud et ils vont subir un processus rare mais parfaitement documenté en médecine légale, la momification spontanée. La chaleur des moteurs électriques a littéralement cuit et desséché les tissus à une vitesse fulgurante. La peau est devenue du parchemin, les muscles se sont rétractés comme du bœuf séché. Un corps momifié perd jusqu'à 75% de son poids et ne dégage presque plus aucune odeur de putréfaction. Juste une vague odeur de cuir un peu vieux et renfermé. Ce qui explique parfaitement pourquoi la police n'a pas trouvé lors des premières fouilles les corps des gamins disparus. Objection! Le jeu précise noir sur blanc dans les coupures de presse que les clients se plaignaient que du sang et du mucus coulaient des yeux et de la bouche des mascottes. Si les corps étaient secs, ils sortent d'où ces fluides? Mais c'est la meilleure partie ça Philibert, parce que ça veut dire que FNAF est scientifiquement parfait. En tout cas à ce moment-là. Avant qu'un corps ne se momifie totalement, il va passer brièvement par une phase appelée le gonflement. Les bactéries intestinales vont créer du gaz, le gaz va gonfler énormément, sauf que rappelle-toi où ils sont. Ils sont compressés à mort dans des armatures en métal. Le corps va gonfler, mais le métal va l'écraser. La pression interne va devenir gigantesque, les fluides restants dans les poumons et les veines, le sang et le mucus, vont littéralement être pressés en dehors du corps comme si c'était un tube de dentifrice géant. Et c'est quoi le chemin le plus simple pour sortir d'un animatronique compressé? Les seuls vrais orifices de l'armure, à savoir les orbites des yeux et la mâchoire. La physique des fluides a poussé le sang par les masques, juste avant que les corps ne finissent de sécher totalement. Les robots sont juste remplis de squelettes légers, recouverts de cuir sec, ce qui n'entrave absolument pas les puissants servomoteurs. Freddy pouvait donc marcher tranquillement jusqu'à ton bureau, c'est QFD. Je crois que je mangerai plus jamais de bœuf séché de ma vie. Après, ça veut dire que Afton c'est un psychopathe, mais un psychopathe crédible, ok. Par contre, FNAF 2, me prends pas pour un con, c'est pas logique. Vas-y, dis toujours. FNAF 2, dans l'année, là, c'est en 1987, et le Phone Guide nous dit, avec le plus grand des calmes, que les toys animatroniques sont équipés de systèmes de reconnaissance faciale ultra perfectionnés, basés sur une base de données de la police pour repérer des criminels. En 1987, le prime à ces années-là, c'était Tetris, une peluche géante capable d'analyser le visage en temps réel, et mon cul, c'est du... Super, alors ça c'est l'argument préféré des détracteurs de la franchise. On n'avait pas le wifi en 87. Et pourtant, de toutes les dates que Scott Cawthon aurait pu choisir pour ce préquel, il a choisi la seule date qui donne scientifiquement raison à Fazbear Entertainment. Comment ça, mon ref? Laisse-moi te parler d'un algorithme mathématique qui a révolutionné le monde et probablement condamné ce dernier aussi d'ailleurs. Les Ziegenface, ou visage propre en français. Avant ça, la reconnaissance faciale, c'était des mecs en blouse blanche qui essayaient de mesurer manuellement la distance entre les yeux et le nez sur des photos. Ça prenait des heures et ça marchait peut-être pas forcément tout le temps. Mais devine à quelle année exacte deux chercheurs, Lawrence Sirowicz et Michael Kirby, ont publié le papier scientifique qui a permis au tout premier ordinateur de comprendre et comparer des visages de manière autonome. 1987. Bingo! Voilà, c'est l'année de FNAF 2. Les Ziegenface ne demandent pas de caméra 4K ou de processeur quantique, c'est de la pure algèbre linéaire. L'algorithme prend une image très basse résolution, la transforme en un tableau de chiffres, une matrice, et calcule des variations de lumière et d'ombre pour créer un modèle mathématique du visage. Fazbear Entertainment, étant une multinationale richissime à l'époque, a totalement pu acheter un prototype expérimental de cette technologie à prix d'or pour rassurer les parents après les meurtres de FNAF 1. Mais attends, si les super technologies marchaient si bien, pourquoi les toys animatroniques attaquent le gardien de nuit? C'est pas un criminel recherché, pourquoi le système il bug comme ça, il veut t'arracher le crâne? Parce que Scott Cawthon a même intégré la faille technique de l'époque. Le problème de la technologie des Ziegenface en 1987, c'est qu'elle est extrêmement sensible à trois choses: l'angle de la caméra, l'expression du visage et la lumière. Imagine le décor. T'es Jérémy, t'es dans un bureau plongé dans l'obscurité totale, t'es terrifié, donc ton visage est déformé par la peur et la fatigue. Et qu'est-ce que tu utilises pour te défendre déjà dans FNAF 2? Une lampe de torche que tu flashes en plein dans sa gueule. Voilà, tu envoies un flash stroboscopique qui explose les capteurs d'un robot équipé d'une caméra rudimentaire des années 80. La lumière crue va créer des ombres ultra dures sur ton visage fatigué. L'algorithme expérimental des Ziegenface va paniquer, il va lire des ombres portées sur ton nez et tes arcades sourcilières comme des déformations physiques. Le calcul matriciel va s'effondrer
Après, le robot va comparer ton visage déformé par la lampe torche et ta peur avec sa base de données, et l'erreur mathématique te classe instantanément à 99% de correspondance avec un prédateur non identifié. La machine te déteste pas ou ne te prend pas pour William Afton, comme on peut l'entendre partout, notamment chez Game Theory, elle va juste exécuter un code expérimental foireux de 1987 qui a été aveuglé par ta propre lampe torche. Donc c'est littéralement nous qui provoquons notre propre mort. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Enfin, ça aurait été ça si Scott avait pas décidé d'écouter les théories des fans et de partir dans des délires chelous. Ah oui, comme dans FNAF 4, là, tu joues un gamin dans sa chambre et tu te fais attaquer par des nightmares animatroniques, là, les monstres de 3 mètres de haut avec des dents qui ont des dents qui ont des dents et qui respirent super fort, là, qui peuvent se téléporter dans ton placard. Là, on est d'accord, c'est un cauchemar magique, ou alors c'est des fantômes. Tu vas pas me dire que le taron, il a construit des Transformers tueurs dans le couloir de sa propre maison. Alors non, effectivement, William Afton a pas construit de Transformers de 3 mètres de haut. Ce que le gamin voit n'est pas physiquement réel, ce sont des hallucinations. Sûr, donc c'était juste un rêve. Merci, enfin un truc normal. Mais j'ai pas dit que c'était un rêve, j'ai dit que c'était des hallucinations. Et elles sont provoquées artificiellement par une technologie bien réelle. Dans le lore étendu, on apprend qu'Afton utilise des disques d'illusion. C'est des petits émetteurs sonores cachés dans la maison. Un CD qui te fait voir des monstres à dents de sabre, c'est le truc le plus pété que j'ai jamais entendu de ma vie. Oh mon dieu, il a mis le dernier album de Jul, je vois le chétan. On va faire un petit tour dans le monde terrifiant des infrasons. L'oreille humaine est conçue pour entendre des sons entre 20 et 20 000 Hz. En dessous des 20 Hz, le son est trop grave pour être perçu par le tympan, c'est le silence absolu. Mais c'est pas parce que toi tu l'entends pas que l'onde sonore ne percute pas la matière de ton corps avec une violence inouïe. Les infrasons traversent des murs de béton, la roche et bien sûr la chair humaine. Ok, ça fait quoi un son qu'on n'entend pas? Est-ce que t'as déjà entendu parler de Vic Tandy? En 1998, ce chercheur anglophone travaillait dans un laboratoire médical que tout le monde disait hanté. Les employés se sentaient oppressés, ils avaient des sueurs froides, certains voyaient carrément des masses grises flotter dans leur vision périphérique. Un soir, Tandy, qui était seul, va ressentir un frisson glacial. Et là, il va voir une forme fantomatique apparaître à côté de son bureau. Terrifié, il se tourne pour lui faire face, et la forme va disparaître. Étant un scientifique rationnel, il va refuser l'idée d'un fantôme. Il va plutôt chercher la cause physique. Et il va découvrir le coupable, un ventilateur d'extraction industrielle défectueux au bout du couloir. Ce ventilateur brassait de l'air à une fréquence sonore silencieuse mais très précise, très exactement 18,98 Hz. C'est hyper spécifique quand même. Parce que la biologie humaine a un bug d'usine. Avec ce chiffre, 18,98 Hz, c'est la fréquence de résonance exacte du globe oculaire humain. L'onde sonore invisible va percuter ton œil, le liquide à l'intérieur de ton globe va commencer littéralement à vibrer dans son orbite, cette vibration mécanique va brouiller ton champ visuel périphérique et va créer des taches grises oscillantes. C'est pour ça que la forme disparaît quand on la regarde en face. Le centre de l'œil compense la vibration, mais sur les côtés, ton cerveau panique et interprète ces taches vibrantes comme des apparitions fantomatiques. Et ça va bien plus loin qu'une simple illusion d'optique. Ces ondes à basse fréquence font aussi vibrer le liquide de ton oreille interne et tes organes thoraciques. Résultat, ça fait une chute de tension, une hyperventilation incontrôlable, de la tachycardie et surtout le déclenchement de la réponse fight or flight de ton cerveau reptilien. Tu ressens un sentiment de terreur paranoïaque pure. Ton instinct de survie te hurle qu'il y a un prédateur dans la pièce. D'ailleurs, aucun rapport, mais tu savais que les tigres utilisaient des infrasons dans leur rugissement avant d'attaquer, histoire justement de paralyser leur proie de terreur, non? Et c'est pour ça que les monstres de FNAF 4 ont des particularités de prédateurs absolus. Des grandes dents, des griffes, un souffle rauque. Le gamin dans le jeu est pas attaqué par des fantômes. Son cerveau est juste bombardé d'infrasons à 19 Hz qui font vibrer ses yeux et déclencher une panique primaire dans son amygdale. Son imagination d'enfant traumatisé va alors faire le reste. Les taches grises qui ondulent dans le coin de sa chambre à cause des vibrations de son œil va être interprétée sur la chose qui le terrifie le plus. Un animatronique géant et sanglant. Y'a quoi un vrai dans les couloirs? Il y a rien d'autre que des mannequins sur des rails et des peluches inoffensives. Les disques d'illusion de William Afton sont des purs émetteurs d'infrasons de qualité militaire. Il pouvait pas ramener des animatroniques chez lui. C'est un peu logique, Philibert. Il utilise l'armement acoustique pour hacker le système nerveux de son propre fils et le terroriser à distance. Mais c'est de la torture niveau Guantanamo à ce niveau-là. C'est vraiment le pire daron de l'histoire de l'humanité. J'ai juré que même toi à côté t'es limite. D'où? Ok, alors il y a un temps pour tout, Philibert, et là il est temps d'aller se faire en cul. Les produits laitiers. Mais du coup, il y a un moment, le karma va le rattraper, Afton va fusionner avec les Springlock. Dans le lore, Afton enfile le costume de Spring Bunny pour échapper aux fantômes. Et là, clic,
Une goutte d'eau fait lâcher les loquets. Il y a des dizaines de pièces métalliques, des ressorts industriels, des tiges en acier qui vont se refermer sur lui à la vitesse de l'éclair et vont lui perforer tout le corps. Le mec se fait transpercer les poumons, le torse, les cordes vocales par un exosquelette de 150 kg. C'est un hachoir à viande entier qui vient vraiment de lui tomber dessus. Et pourtant, il va survivre. Il va pourrir dans une salle scellée pendant 30 ans avant de revenir dans FNAF 3. La logique voudrait qu'il aurait dû se vider de son sang en 45 secondes chrono, mais c'est visiblement pas le cas. Alors, comment c'est possible ? Eh ben, s'il avait pu enlever le costume, oui, il serait mort en 45 secondes. Mais c'est précisément parce qu'il est resté piégé à l'intérieur de la machine qu'il a eu la vie sauve. La médecine d'urgence appelle ça le syndrome d'écrasement, combiné à l'effet de tamponnade compressive. Tampo quoi? Règle numéro 1 du secourisme, Philibert. Si quelqu'un se prend un coup de couteau, est-ce que tu lui enlèves la lame? Non, tu la laisses, sinon ça pisse le sang partout. Bah là c'est pareil. L'objet contendant agit comme un bouchon, un garrot interne. Maintenant applique ça à un costume à ressort. Quand les crossbeams ont lâché, les tiges d'acier massives ont transpercé la chair d'Afton. Elles ont sectionné les artères, percé ses poumons. La douleur était incroyablement violente, mais ces tiges de métal ne sont pas ressorties, elles sont restées profondément plantées dans ses tissus, et surtout, le costume lui-même s'est refermé sur lui comme un étau hydraulique géant. Cette pression mécanique extrême a compressé tous ses vaisseaux sanguins écrasés, c'est l'effet garrot absolu. Les tiges d'acier faisant office de bouchon artificiel et la pression du costume l'empêchant de faire une hémorragie externe massive, mais c'est pas tout. Face à cette destruction corporelle, ses glandes surrénales ont relâché la plus grosse décharge d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol médicalement possible. Son rythme cardiaque a explosé, sa perception de la douleur a été noyée dans les neuropercepteurs de survie, forçant son cœur à battre malgré le choc thermique. Et ses poumons, on l'entend s'étouffer dans le mini-jeu. Le fun guy a dit que les ressorts te coupent les cordes vocales et que tu te noies dans ton propre sang. C'est vrai, il y a une partie du sang qui a inondé ses poumons, mais le corps humain peut survivre avec un seul lobe pulmonaire partiellement fonctionnel si l'adrénaline maintient le cœur en alerte. Afton respirait de petites bouffées d'air agonisantes et il était incapable d'appeler de l'aide parce que le métal bloquait son larynx. Son sang a fini par coaguler autour des barres de fer, ses tissus ont commencé à cicatriser en fusionnant littéralement avec le métal rouillé de l'endosquelette. Tant que son cerveau restait oxygéné, même à 5%, il ne pouvait pas mourir. Donc il a pas survécu grâce à la magie noire ou les pouvoirs des âmes, je sais pas quoi là. Il a survécu parce que la physique du costume l'a transformé en garrot ambulant. Le métal l'a empalé, oui, mais la pression l'a empêché de se vider de son sang. Afton est devenu biologiquement indissociable de la machine qui l'a broyé. Scott Cawthon a probablement pas fait exprès pour le coup, c'est vrai, mais il a encore tapé juste. Ça commence à faire beaucoup de points très glauques et très corrects d'après la science. Attends, mais justement, il y a un truc que t'as pas pris en compte ultra important là, le jus de fantôme chelou, le Remnant. Dans toute la saga, ou en tout cas toute la fin de la saga, les livres, Sister Location, Pizzeria Simulator, tout repose sur une seule chose, le Remnant. Le Remnant, c'est littéralement du métal liquide imprégné par l'âme des enfants morts. On le chauffe pour le rendre malléable, on garde la mémoire des esprits et la seule façon de le détruire, c'est de le chauffer à très haute température dans l'incident final de FNAF 6. Là, j'avoue, c'était une sacrée tuile parce qu'on n'a pas vraiment de matériaux sur Terre qui se comportent pareil. Enfin, c'est ce que je pensais avant de faire mes recherches. Et du coup, j'ai découvert que William Afton, en fait, c'était pas un nécromancien, mais un métallurgiste. À quoi? On a les propriétés du Remnant. C'est un métal malléable, capable de retenir une mémoire, mais qui perd définitivement cette mémoire si on le chauffe au-delà d'une certaine température critique. Et ben, figure-toi que dans le monde réel, ça porte un nom. Ça s'appelle un AMF, un alliage à mémoire de forme. Oui, non, ta gueule, je sais que tu veux parler de Emma, mais on n'est pas payé, on n'en parlera pas. Même si c'est vrai que... très banger quand même. Bref, le plus célèbre des AMF a été découvert en 1959. Il s'appelle le nitinol. C'est un alliage composé de nickel et de titane. C'est un métal qui possède une structure cristalline absolument fascinante. À température ambiante, tu peux le tordre, le plier, le déformer dans tous les sens comme un vulgaire bout de fil de fer. Mais si tu lui appliques une chaleur spécifique, la magie thermodynamique va alors opérer. Ces atomes vont se réarranger violemment et le métal reprend instantanément sa forme d'origine. Il se souvient de la géométrie qu'on lui a donnée. Le métal a donc littéralement une mémoire. Comme le Remnant qui garde l'âme des enfants. Exactement comme le Remnant. William Afton n'a pas capturé des âmes d'enfants, il a juste utilisé des endosquelettes fabriqués avec un alliage spécifique, probablement proche du nitinol, capable de retenir une empreinte, une mémoire à température ambiante pour donner la vie à ces machines. Le Remnant, c'est juste de la métallurgie expérimentale appliquée à la robotique. Mais alors du coup, l'incendie à la fin de FNAF 6, là, quand Henry brûle tout le restaurant avec tout le monde à l'intérieur pour libérer les âmes. Eh bah il a pas fait d'exorcisme. En fait, il a juste appliqué les lois de la thermodynamique. Le problème du nitinol, c'est que sa mémoire, elle est pas invincible. Si tu chauffes cet alliage au-dessus d'un point très précis, qu'on appelle la température de recuit, qui se situe généralement entre 500 et 600 degrés Celsius, la chaleur est si intense qu'elle détruit définitivement les liaisons atomiques de sa structure cristalline. Le métal va fondre
sa structure interne s'effondre et la mémoire est effacée de manière irréversible. Le nitinol oublie sa forme, autrement dit, le Remnant perd ses âmes. L'incendie de Pizzeria Simulator n'était pas une cérémonie religieuse pour envoyer des esprits au paradis, c'était un haut fourneau industriel conçu par un ingénieur pour dépasser la température critique de recuit de l'alliage de son ex-associé. Et encore, ça c'est juste le sommet de l'iceberg, on aura encore pu parler pendant des heures de FNAF, tant au niveau des théories de fans qui remplissent un glossaire aussi long que le nombre affiché sur la balance de Oussama Ammar, qu'au niveau de la physique et biologie pure et dure. Mais pour ça, eh bah quittez pas, il y a une petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Les cours arrivent, je vous ai écouté, on va parler de physique quantique, mais pas que. Bon, par contre, ça prend beaucoup de temps et d'argent de vous préparer tout ça, donc sachez que ce sera pas gratuit. Mais qu'est-ce que c'est que le prix d'un kebab en Big 2026 contre du contenu fait sur mesure si c'est pas la meilleure affaire du monde? Si vous êtes chaud, mettez physique dans les commentaires, comme ça les gens comprendront pas s'ils sont pas allés jusqu'au bout.